Je suis Maya, j'ai 35 ans, et je suis une professionnelle de la réparation des vies brisées. En tant que travailleuse sociale à Chicago, je pensais avoir vu le pire de la nature humaine. Mais je me trompais. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de ma mère, Lena. Elle pleurait, gelée, abandonnée dans une station-service à 300 km de là, en plein milieu d'un blizzard. Mon frère, Marcus, et sa femme, Brooke, l'avaient mise à la porte. Quand j'ai appelé mon frère, il m'a dit d'arrêter de surréagir. Il m'a dit que j'étais le raté de la famille et que c'était lui qui maintenait tout en équilibre. Il ne savait pas que c'était moi qui maintenais tout en équilibre. Cette nuit-là, j'ai passé un appel à mon avocat. J'ai activé la clause in terrorem du testament de mon père, j'ai gelé leurs avoirs et j'ai lancé le compte à rebours pour reprendre leur maison. Avant de poursuivre cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été celui ou celle qui porte le secret de famille. La nuit où tout s'est effondré a commencé à 1h du matin. Le vent à l'extérieur de mon petit appartement de Chicago ne se contentait pas de hurler, il hurlait de rage. On aurait dit une chose vivante essayant de se frayer un chemin à l'intérieur. Les prévisions annonçaient le pire blizzard depuis une décennie, et pour une fois, ils n'exagéraient pas. Je venais de rentrer, mon quart de travail en tant que travailleuse sociale était enfin terminé. C'était une journée brutale de 14 heures. Des tempêtes comme celle-ci faisaient ressortir le pire de la ville, et le pire finissait toujours sur mon bureau. J'ai déposé mes clés dans le bol près de la porte, les doigts engourdis. Mes pieds me faisaient souffrir dans mes bottes couvertes de neige. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Mon appartement était petit, mais c'était le mien. C'était mon sanctuaire face à un monde qui exigeait trop et face à une famille qui offrait trop peu. J'ai 35 ans. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, un fait que ma famille ne m'a jamais laissé oublier. Mon frère aîné, Marcus, était leur enfant chéri. Il avait 38 ans, vivait dans un immense manoir dans le Michigan et travaillait dans la finance. Il avait réussi. Il avait même fait un beau mariage en épousant Brooke, une femme issue d'une famille riche qui me regardait comme si j'étais quelque chose sur lequel elle avait marché. Ma mère, Lena, vivait avec eux. Après le décès de mon père il y a 5 ans, c'était la solution pratique. Marcus a récupéré la maison familiale, l'héritage et la responsabilité de s'occuper de notre mère. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Je connaissais Marcus. Il était charmant mais faible. Et Brooke était cruelle. Elle méprisait les manières discrètes de Baptiste du sud de ma mère. Elle détestait mon travail de cas social. Elle marquait clairement son dédain à chaque fête de l'Action de grâce et à chaque Noël, les seuls moments où je prenais la peine de faire le trajet. J'enlevais mes chaussettes mouillées quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un appel à 1h07 du matin. Mon cœur s'est serré. Les travailleurs sociaux ne reçoivent pas d'appel à 1h du matin à moins que quelqu'un ne soit mort ou mourant. J'ai regardé l'écran. Un numéro inconnu. Indicatif régional du Michigan. J'ai répondu, la voix tendue. C'est Maya. Pendant une seconde, il n'y eut que de la friture. Et ce vent, le même vent qui déchirait Chicago, hurlait à l'autre bout du fil. Puis une voix si ténue, si brisée, que je l'ai à peine reconnue. Maya. Maman? Mon sang n'a fait qu'un tour. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? C'est le milieu de la nuit. Maya. Oh, mon Dieu. Maya, s'il te plaît, tu dois m'aider. Elle ne se contentait pas de pleurer, elle sanglotait, cherchant son souffle. Je suis dans une station-service. Là. La sortie de LI 94. Celle avec le grand panneau rouge. La station Shell. Maman, calme-toi. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dans une station-service? C'est le blizzard. Elle m'a mise dehors, Maya. Brooke. Elle m'a mise dehors. Mon sang s'est glacé. Comment ça, mise dehors? J'attrapais déjà mes clés de voiture, remettant mes pieds dans mes bottes mouillées. Mon manteau était encore humide, mais je m'en fichais. Nous avons eu une dispute. Elle m'a frappé, Maya. Quoi? J'ai hurlé le mot en claquant la porte de mon appartement derrière moi, dévalant les escaliers.
Maman, où est Marcus? Passe-moi Marcus au téléphone. Il a juste regardé, a-t-elle pleuré, ses mots se bousculant. Brooke. Elle donnait une fête. Ses amis riches. J'ai renversé une boisson sur le tapis. Elle m'a traité de vieille sorcière inutile. Elle a attrapé mon bras et elle m'a poussé. Elle m'a poussé en bas des marches du porche. Oh mon Dieu! Les marches en béton de mon immeuble semblaient être de la glace sous mes pieds. Et elle a jeté mon sac à main après moi, mais elle a gardé mon manteau, Maya. Elle n'a pas voulu me donner mon manteau. Elle a dit que j'étais un cas social et que je devrais aller mourir dans la neige. Elle a verrouillé la porte. J'ai appuyé sur le bouton du parking, les mains tremblantes. Maman, j'arrive. Je monte dans la voiture tout de suite. Il y a 300 kilomètres. Ça va me prendre. Dieu, ça va prendre des heures. Reste juste à l'intérieur de la station-service. Entre. Ne sors pas. Tu m'entends? J'essaie, a-t-elle gémi, et sa voix a soudain semblé plus faible. Mais la porte. Ils ont verrouillé la porte du magasin. L'employé. Il ne veut pas me laisser entrer. Il dit que je fais peur aux clients. Maya, j'ai si froid. J'ai tellement froid. Quoi? Donne-moi le téléphone. Laisse-moi lui parler. Dis-lui que je vais le payer. Passe-moi l'employé au téléphone, maman. Je ne peux pas. Je suis dehors. Soudain, sa voix s'est étouffée. J'ai entendu un bruit comme une portière de voiture qui claque. Une nouvelle voix a coupé la ligne tranchante, en colère, dégoulinante de privilèges et de rage. C'était Brooke. Vieille sorcière. Qui appelles-tu? Tu m'embarrasses. Donne-moi ce téléphone. Non, s'il te plaît, Brooke. C'est juste. Donne-le-moi. J'ai entendu une bousculade. J'ai entendu ma mère hurler un son aigu, terrifié, qui me hantera pour le reste de ma vie. Puis la ligne a coupé. Clic. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone. Le silence était plus fort que la tempête. Elle a raccroché. Elle a pris le téléphone de ma mère et a raccroché. Les doigts tremblants, j'ai immédiatement rappelé. Ça a sonné une fois, 2 fois. Quoi? La voix de Brooke était plus froide que la glace qui se formait sur mon pare-brise. Où est ma mère? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ai-je hurlé, ma voix résonnant dans le petit hall d'entrée glacial de mon immeuble. Je te l'ai dit, a-t-elle soupiré, d'un ton exagéré et ennuyé. Ta mère est dramatique. Elle a fait une crise. Elle est partie. Ce n'est pas mon problème. Une crise? Elle a dit que tu l'avais frappée. Tu as pris son manteau. Oh, je t'en prie, a ricané Brooke. Je ne l'ai pas frappée. Je l'ai empêchée de faire une scène. Et elle pourra récupérer son manteau quand elle aura appris le respect. Maintenant, je raccroche. N'appelle plus cette maison. Nous sommes occupés. Brooke, attends. Elle est dans une station-service. Ils ne veulent pas la laisser entrer. Clic. Elle a raccroché à nouveau. D'accord. D'accord, Brooke est un monstre. Je le savais. Mais Marcus, c'est mon frère. Il aime notre mère. Il ne laisserait pas cela arriver. J'ai fait défiler frénétiquement mes contacts et j'ai cliqué sur son nom. Mon pouce tremblait si fort que j'ai failli manquer le bouton. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maya. Sa voix était pâteuse de sommeil, agacée. Marcus, Dieu merci. Quelque chose ne va pas avec maman. Brooke l'a mise dehors. Elle est dans une station-service. Elle est en train de geler. Brooke vient de lui prendre son téléphone. Doucement, doucement, a-t-il bafouillé. De quoi tu parles? Maman. Elle est bloquée dans le blizzard. Brooke l'a frappée et l'a mise dehors. Je criais maintenant, appuyé contre le mur de briques froides du hall. Marcus a soupiré. C'était le soupir le plus long et le plus las que j'ai jamais entendu. Jésus, Maya, tu ne peux pas arrêter? Juste pour une nuit?
Nous avions une fête. Les parents de Brooke étaient là. Je me fiche de ta fête, Marcus. Maman est en train de mourir de froid. Elle n'est pas en train de mourir de froid, a-t-il rétorqué, sa voix devenant soudain claire et en colère. Elle fait du cinéma. Tu sais comment elle est. Elle a cassé une bouteille de vin. Une bouteille très chère. Le père de Brooke l'avait apportée. Maman l'a fait tomber du comptoir. Brooke était contrariée. Maman s'est mise sur la défensive et elle est partie en trombe. C'est une femme adulte. Elle m'a dit que Brooke l'avait poussée. Brooke l'a gentiment guidée vers la sortie. Maman se ridiculisait. Elle est partie furieuse. Elle est probablement chez un voisin en train de profiter de l'attention. Chez un voisin? Marcus, l'allée fait 100 mètres. C'est un blizzard. On ne voit pas à 2 mètres devant soi. Elle a dit qu'elle était à la station Shell sur l'île 94. C'est à des kilomètres. Alors elle est idiote d'y être allée à pied, a-t-il dit froidement. Ses actes? Et les actes de Brooke? Et tes actes à toi? Tu as promis à papa que tu t'occuperais d'elle. Et je m'occupe d'elle, a-t-il crié. Je lui donne un toit, non? Je paie ses factures. Je la laisse vivre dans ma maison gratuitement. Toi, par contre, tu t'es enfui à Chicago pour jouer au sauveur du monde et tu m'as laissé le fardeau. Alors, n'ose pas me faire la leçon sur la responsabilité. Maman va bien. Elle a probablement déjà appelé un taxi et est à mi-chemin de ton appartement pour se plaindre à toi. Elle n'est pas dans un taxi, Marcus. Elle a dit que l'employé de la station ne voulait pas la laisser entrer. Elle est dehors. Alors elle aurait dû y réfléchir avant de casser une bouteille de vin à $2000. Écoute, je suis fatigué. Brooke est contrariée. Nous allons nous coucher. Maman se présentera demain matin, s'excusera, et tout ce stupide drame sera terminé. Marcus, elle a 62 ans. Elle a un problème cardiaque. Tu ne peux pas la laisser dehors par des températures glaciales. Elle va bien, Maya. Elle te manipule. Elle l'a toujours fait, et tu tombes toujours dans le panneau. Tu es la travailleuse sociale, gère ça. Retourne te coucher. Tu ne vas même pas aller la chercher? Il n'y a rien à chercher. Elle reviendra. Clic. Il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Le hall me semblait silencieux. Même le vent à l'extérieur semblait s'estomper. Il ne s'est pas contenté de m'ignorer. Il m'a blâmé. Il a blâmé maman. Il se souciait plus d'une bouteille de vin et de l'embarras de sa femme que de la vie de notre mère. Il a dit qu'elle reviendrait. Mais je connaissais ma mère. Elle était fière, et elle était terrifiée par Brooke. Elle ne reviendrait pas. Jamais. Et par ce temps, elle ne tiendrait pas une heure. Il avait tort. Elle n'allait pas bien. Elle ne me manipulait pas. Et elle ne revenait pas. J'ai regardé à travers la porte vitrée de mon hall. La neige tombait si fort qu'elle ressemblait à un mur blanc solide. 300 km dans ces conditions. Ma Honda Civic 2010 contre un blizzard historique. J'ai pensé à appeler la police de leur ville, mais qu'aurais-je dit? Mon frère et ma belle-sœur se sont disputés avec ma mère et maintenant elle a disparu? Ils me diraient d'attendre 24 heures. Ils appelleraient ça un conflit domestique. D'ici là, elle serait morte. Un corps gelé retrouvé dans un banc de neige au matin. Non, j'étais la seule. La ratée, la déception, celle qui s'était enfuie pour jouer au sauveur. Marcus avait raison sur une chose, je suis travailleuse sociale. Et je sais à quoi ressemble une crise. C'était une crise. J'ai fourré mon téléphone dans ma poche, j'ai abaissé mon bonnet sur mes oreilles et je me suis élancé dans la tempête, mes clés serrées dans mon poing. Il l'avait laissée mourir. J'allais la ramener à la maison. Et ensuite? Ensuite j'allais leur faire payer. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas appelé Brooke. J'ai juste couru. Mon téléphone glissait dans mon gant alors que j'essayais de composer le 911. Mais qu'aurais-je dit? Ma mère était quelque part, mon frère ne voulait pas m'aider. C'était un problème domestique. Il me dirait d'attendre. Non, j'étais travailleuse sociale. Je connaissais le protocole. On n'appelle pas la police à moins d'avoir un corps ou un témoin.
Je n'avais ni l'un ni l'autre. J'ai donc appelé chaque hôpital, chaque centre de soins d'urgence, chaque commissariat de police dans un rayon de 80 km autour de cette station-service. Ma voix est devenue un script. Bonjour. Je cherche ma mère, Lena Wilson, 62 ans, noire, possiblement désorientée. Elle était dans le blizzard. Personne de ce nom, madame. Aucune femme âgée correspondant à cette description. Désolé, nous sommes débordés par les accidents liés à la tempête. Nous n'avons personne comme ça. Rien. Pendant 1 heure, chaque appel était une autre impasse, une autre vague de panique glaciale. Elle avait disparu. Brooke était-elle revenue et quoi? L'avait-elle emmenée ailleurs? Laissée sur une route plus sombre, plus isolée? Mon esprit partait en vrille. J'imaginais son corps enterré dans un banc de neige, pour n'être retrouvé qu'au printemps. J'ai essayé un autre hôpital, un peu plus loin, l'hôpital général du comté de Berrien. Le même script, je cherche ma mère, Lena. L'infirmière à l'autre bout a marqué une pause. Nous n'avons pas de Lena Wilson, mais nous venons de recevoir une inconnue amenée par un policier d'État il y a environ 40 minutes. Trouvée près de l'aire de repos de LI 94, celle au marqueur kilométrique 28. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? À quoi ressemblait-elle? Femme noire âgée, chemise de nuit fine, pas de manteau, hypothermie sévère. C'est elle, ai-je chuchoté, le soulagement et la terreur se livrant bataille en moi. C'est ma mère. Madame, vous devez venir ici. Elle est inconsciente. Sa température corporelle est dangereusement basse. J'arrive. Je suis en route. J'ai raccroché et j'ai mis les gaz. L'aire de repos. C'était à 30 km plus loin sur l'autoroute après la station-service. 30 km. Brooke l'avait conduite sur 30 km et l'avait jetée sur une aire de repos. Elle l'avait laissée mourir. Je ne me souviens pas du reste du trajet. Je me souviens seulement de mes articulations blanches sur le volant, de mes yeux brûlants et d'une seule pensée froide se répétant dans ma tête, il l'a laissé faire. Il l'a laissé faire. J'ai fait irruption aux urgences de Berrien Général. C'était le chaos. Les infirmières et les médecins criaient, des victimes de carambolage étaient sur des brancards dans le couloir. J'ai trouvé le bureau principal. Ma mère, l'inconnue, la femme de l'aire de repos. L'infirmière a montré une direction. Box 5. Le médecin est avec elle en ce moment. J'ai couru, et puis je l'ai vue. Elle paraissait si petite, si fragile. Elle était enfouie sous une couverture réfléchissante de haute technologie, le genre utilisé pour le froid extrême. Une perfusion était dans son bras, des moniteurs bipaient régulièrement au-dessus d'elle. Son visage était gris, ses lèvres gercées et bleues. Elle était inconsciente, mais elle respirait. Elle est vivante, ai-je soufflé, touchant son bras. Il était encore si froid. Êtes-vous la fille? Je me suis retourné brusquement. Un médecin, une femme d'origine asiatique aux yeux fatigués mais intelligents, se tenait derrière moi. Son badge indiquait « Dr Shen ». Oui, je suis Maya. Maya Wilson. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Le docteur Shen m'a fait signe de passer dans le couloir, tirant le rideau derrière nous. Son visage était un masque de calme professionnel, mais ses yeux étaient en colère. Madame Wilson, votre mère est stable pour l'instant. Sa température corporelle était de 31 degrés lorsqu'elle est arrivée. 30 minutes de plus et nous aurions eu une conversation différente. Elle souffre d'hypothermie sévère et nous surveillons son cœur pour détecter toute arythmie, mais ce n'est pas de cela que je dois vous parler. Mon estomac s'est noué. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Son cœur? Non, a dit le docteur Shen, sa voix baissant d'un ton. Quand nous avons découpé sa chemise de nuit pour placer les coussins chauffants, nous avons trouvé. Enfin, nous avons trouvé des choses qui nous inquiètent. Elle a levé sa tablette. Je dois vous montrer ceci. Elle a fait glisser une photo. C'était le dos de ma mère, couvert de bleu. Pas un ou deux, mais une constellation. Jaune, violet, vert, noir. Certains étaient vieux et estompés, d'autres étaient horriblement récents et sombres. Elle a encore fait glisser.
Le haut des bras de ma mère était marqué par des empreintes de doigts claires et distinctes, le genre de marque laissée par quelqu'un qui attrape et secoue violemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je chuchoté, bien que je le sache déjà. Il s'agit d'abus physiques systémiques et à long terme, Madame Wilson, a déclaré le docteur Chen, la voix froide et précise. Les nouveaux bleus sur son dos correspondent à une chute dans un escalier. Les plus anciens sur ses bras? Ils proviennent d'empoignades, de secousses et de contentions. Cela dure depuis longtemps. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit revoyait toutes les fois où ma mère avait annulé nos appels vidéo. Toutes les fois où elle avait dit qu'elle était trop fatiguée pour que je vienne la voir. Toutes les fois où j'avais entendu Brooke lui hurler dessus à l'arrière-plan d'un appel téléphonique. J'avais pensé que ce n'était que de la maltraitance émotionnelle. J'avais été une idiote. Madame Wilson, a poursuivi le docteur Chen, son regard inébranlable. Nous voyons cela trop souvent, mais compte tenu de la gravité, nous n'avions pas le choix. Nous l'avons déjà signalé à la police. Un officier est en route pour prendre votre déposition. La police. Les mots ont résonné dans le couloir stérile. Cela rendait tout si définitif. Je me sentais étourdi, ma main cherchant le mur pour me soutenir. Les images du dos de ma mère, une carte routière de la cruauté, dansaient devant mes yeux. Toutes les fois où j'avais appelé et qu'elle avait dit qu'elle était juste fatiguée. Toutes les fois où j'avais senti l'impatience méprisante de Brooke à l'arrière-plan. J'avais pensé que c'était juste de l'usure émotionnelle, la difficulté de vivre comme une invitée dans la propre maison de son fils. Je n'avais jamais imaginé cela. Le téléavertisseur du docteur Chen a bipé. Je dois y aller, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. La police sera bientôt là. Et Madame Wilson? J'ai levé les yeux, le regard flou. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle s'est éloignée, me laissant seul dans le couloir. Mon monde a basculé sur son axe. Ma mère était une victime. Mon frère était un complice. Et ma belle-sœur était une criminelle. J'ai passé l'heure suivante dans un état second, répondant aux questions de base d'un policier au visage sombre et signant des formulaires de consentement pour le traitement de ma mère. J'ai appelé ma patronne, ma voix semblant lointaine et robotique, et je lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je serais absente pour une durée indéterminée. Finalement, je me suis assise au chevet de ma mère, observant le mouvement régulier de sa poitrine. La couverture chauffante fonctionnait, des couleurs étaient revenues sur son visage. Je restais assise là, tenant sa main inerte. Les images de ses bleus étaient gravées dans ma mémoire. Vers l'aube, ses paupières ont frémi. Elle a gémi doucement, ses yeux s'ouvrant, sans fixer de point précis. Maya, a-t-elle murmuré, sa voix n'étant qu'un râle sec. Je suis là, maman. Je suis juste là. Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. Ses yeux se sont fixés sur mon visage et se sont alors agrandis, pas de soulagement, mais d'une pure terreur animale. Oh, mon Dieu, non, a-t-elle gémi, essayant de se redresser, son corps étant trop faible. Maya, tu ne peux pas être ici. Tu dois partir. Il ne doit pas le savoir. Il qui? Marcus? Non. Non. Elle s'agitait, ses yeux dardant vers la porte. Si Brooke. Si elle sait que tu es là, elle sera si en colère. Elle va. Elle va? Maman, tout va bien. Brooke ne peut plus te faire de mal. Non, tu ne comprends pas, a-t-elle sifflé, m'attrapant le bras avec une force surprenante. Tu ne dois pas faire d'histoire. Maya, s'il te plaît, n'appelle pas la police. Ne fais rien. Maman, l'hôpital a déjà appelé la police. Ils ont vu tes bleus. Elle a eu un hoquet de stupeur, sa main volant à sa bouche. Oh, non, 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 non. C'était. Je suis tombée. Je suis juste maladroite. Je suis tombée. Maman, arrête, ai-je dit doucement mais fermement, ma formation de travailleuse sociale prenant le dessus. Tu n'as pas à mentir pour elle. Elle n'est pas ici. Mais c'est sa maison, a-t-elle crié, les larmes aux yeux. C'est la maison de Marcus. Ton père. Il a laissé la maison à Marcus. C'est tout ce qu'ils ont. Si je les mets en colère, ils me mettront dehors. Je n'ai nulle part où aller,
Maya. Je n'ai rien. Je l'ai fixé. C'était là la racine de sa peur. C'était l'emprise qu'ils avaient sur elle. Elle croyait qu'elle était une invitée, un fardeau vivant de leur charité. Et après 5 ans de cruauté calculée de la part de Brooke, elle croyait qu'elle méritait les abus tant que cela lui gardait un toit sur la tête. Ma colère, qui avait été un œuf froid dans mon estomac, s'est maintenant transformée en une rage blanche et clarificatrice. Pas contre ma mère, mais contre mon frère, contre mon père même pour avoir instauré cette dynamique, et par-dessus tout, contre Brooke. J'ai pris les 2 mains de ma mère dans les miennes. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes. C'est la chose la plus importante que je te dirai jamais. Elle m'a regardé, confuse par mon ton. Tu n'es pas une invitée dans cette maison, et ce n'est pas la maison de Marcus. Quoi? De quoi parles-tu? Bien sûr que si. Le testament de ton père. Je sais ce qu'il y a dans le testament de papa, maman. Je le sais depuis 5 ans. Je l'ai caché. J'ai gardé le secret, attendant le bon moment. Je n'ai juste jamais pensé que ce serait le moment. Je me suis penché plus près, ma voix basse et intense. Papa n'a pas laissé la maison à Marcus. Il n'était pas si fou. Il connaissait son fils. Il savait qui il épousait. Il a laissé la maison, les investissements, tout dans un fonds fiduciaire. Les yeux de Lena étaient écarquillés, ne comprenant pas. Un fonds fiduciaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit, sentant un étrange et sombre pouvoir m'envahir, que Marcus ne possède rien. Il n'est qu'un bénéficiaire. Le véritable propriétaire, la personne qui contrôle chaque dollar, qui paie chaque facture de ce fonds, qui détient tout le pouvoir, c'est le fiduciaire. Qui, a-t-elle chuchoté? Qui est le fiduciaire? J'ai serré ses mains. C'est moi, maman. Je suis la fiduciaire. Je suis la fiduciaire depuis 5 ans. C'est moi qui paie l'hypothèque de cette maison. Je paie les taxes foncières. Je paie pour leur voiture et leur abonnement au club privé. J'ai dirigé leur vie en silence depuis Chicago, exactement comme papa me l'a demandé. Ma mère était sans voix. Elle me regardait simplement, son esprit luttant visiblement pour traiter cette révélation. La fille ratée, la travailleuse sociale, cas sociale, était celle qui tenait toutes les cartes. Mais pourquoi, a-t-elle fini par bégayer? Pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi toi? Parce qu'il me faisait confiance. Et parce qu'il craignait exactement cela. Il craignait qu'il ne te traite mal. J'ai pris une profonde inspiration pour me stabiliser, me préparant pour la pièce finale et critique. Lena, ce fonds fiduciaire que papa a mis en place. Ce n'est pas juste une fiducie normale. Elle contient une clause spéciale. Un outil juridique très ancien et très puissant. On l'appelle une clause in terrorem. Une clause de terreur? Terreur. C'est un avertissement, et c'est très spécifique. Elle dit que Marcus et Brooke ne sont bénéficiaires de la fiducie que tant qu'ils t'apportent des soins bienveillants, respectueux et aimants dans ta propre maison. Au moment où ils manquent à ce devoir, au moment où ils sont cruels, ou abusifs, ou négligents, j'ai marqué une pause, laissant le poids de mes prochains mots s'installer. Cette clause de terreur, elle s'active. Et ils sont immédiatement et irrévocablement déshérités. Les yeux de ma mère cherchaient les miens, ne comprenant toujours pas tout à fait. Maman, ai-je dit, ma voix aussi froide et claire que la tempête de glace à l'extérieur. Quand Brooke a mis les mains sur toi et t'a jeté dehors dans la neige, elle n'a pas seulement enfreint la loi, elle a activé la clause. J'ai quitté la chambre de ma mère, l'image de son visage terrifié et incrédule brûlant dans mon esprit. J'ai marché dans le couloir jusqu'au calme stérile de la salle d'attente des familles. Mes pas étaient assurés. La peur qui m'avait propulsé sur 300 km avait disparu. Elle avait été remplacée par quelque chose de froid, quelque chose de dur. Je n'étais plus seulement une fille, j'étais travailleuse sociale et j'étais l'exécutrice du testament de mon père. Ce n'était plus un conflit familial. C'était un dossier. J'ai trouvé le numéro dans mon téléphone. David Henderson, l'avocat de mon père, l'homme qui avait gardé ce secret avec moi pendant 5 années atroces. Il a répondu à la première sonnerie à 6 heures du matin, comme je savais qu'il le ferait. Maya. Sa voix était rauque mais alerte. Il savait que cet appel n'arriverait que pour une seule raison.
c'est le moment, David, ai-je dit, la voix atone. Elle l'a fait. Brooke. Elle a agressé ma mère et l'a laissée dans la neige. Lena est à Berrien County General. Elle est stable, mais les abus sont documentés par le personnel hospitalier. Je l'ai entendu pousser un long et lourd soupir. Que Dieu leur vienne en aide. Es-tu absolument certaine de vouloir procéder à ce protocole? J'en suis certaine, ai-je dit. Envoyez les notifications. Activez la clause in terrorem. Gelez chaque actif de la fiducie. Marcus, Brooke, leur carte de crédit jointe tout. Et David? Envoyez l'avis préliminaire de rupture à la banque qui gère le nouvel emprunt d'investissement de Marcus, celui qui utilise la maison comme garantie. C'est comme si c'était fait, Maya. Dès que cette clause a été violée, les actifs sont légalement revenus sous ton seul contrôle en attendant la distribution aux bénéficiaires secondaires, qui est toi, pour les seuls soins de Lena. Merci, David. J'ai raccroché. Je suis retourné dans la chambre de ma mère. Je devais être là quand les retombées commenceraient. Je savais que cela ne prendrait pas longtemps. Mon frère vivait à crédit sur mon crédit, ai-je réalisé avec une soudaine et amère clarté, sur le crédit de la fiducie. Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir que mon téléphone a explosé. Il ne s'est pas contenté de sonner, il a bourdonné et vibré si violemment sur la table de chevet en plastique qu'on aurait dit un frelon en colère piégé dans un bocal. Marcus. 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 Appel manqué. Appel manqué. Un message texte a flashé sur l'écran, décroche ce fichu téléphone, Maya. Appel manqué. Ma mère a tressailli au son, ses yeux s'ouvrant brusquement. C'est lui, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté, la voix étranglée par cette peur familière. Tout va bien, maman, ai-je dit, ma voix calme. Il ne peut plus te faire de mal. J'ai laissé sonner une fois de plus, juste pour laisser sa panique monter. Puis j'ai répondu. Je n'ai pas mis le haut-parleur. J'ai tenu l'appareil contre mon oreille, mais ma voix serait assez forte pour qu'elle entende ma part. Allô, Marcus. Le son qui est sorti du récepteur était à peine humain. C'était un rugissement, un cri guttural de pure panique. J'ai attendu patiemment. J'ai attendu qu'il soit forcé de reprendre son souffle. Mes comptes, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tu veux dire tes comptes, Marcus? Tu n'as pas de compte. Tu n'as plus ton propre argent depuis 5 ans. Tu as une allocation qui était versée chaque semaine par le Lena Wilson Family Trust. Et toi et ta femme venez de violer les conditions de ton allocation. Il y eut un silence. Un silence lourd, stupéfait, seulement rompu par sa respiration saccadée. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, a-t-il bégayé. J'ai dit que tu es fauché, Marcus. Et tu le es depuis 5 ans. Papa n'était pas stupide. Il m'a confié la responsabilité. Tu mens. La maison est à moi. Le testament. La maison n'est pas à toi. Elle appartient au trust. Le trust que je contrôle. Je suis à l'hôpital général du comté de Berrien, Marcus, chambre 304. Notre mère est actuellement soignée pour une hypothermie sévère. Elle présente également de multiples contusions, anciennes et nouvelles, correspondant à des abus physiques de longue durée. La police est ici. Les médecins ont pris des photographies. Espèce de, a-t-il chuchoté, sa rage se dissolvant dans une peur naissante et terrible. Tu n'oserais pas. Je veux que toi et Brooke soyez ici dans 1 heure. 1 heure. Maya, tu ne peux pas. Le contrat, ma réputation. Si tu n'es pas dans cette pièce, ai-je continué, lui coupant la parole, si toi et ta femme ne venez pas ici pour faire face à ce que vous avez fait, je prendrai le rapport médical officiel. Je prendrai les photos haute résolution de son dos. Je prendrai le rapport de police pour crime de maltraitance envers une personne âgée, et je les enverrai personnellement par courriel à chaque associé de ton cabinet et à tes nouveaux investisseurs. Je me demande ce qu'ils penseront de leur gestionnaire financier vedette, celui qui finance ses affaires en battant sa mère et en la laissant pour morte. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis tourné vers ma mère. Son visage était pâle, mais pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, la peur dans ses yeux avait disparu. Elle avait été remplacée par autre chose,
quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Elle me regardait comme si j'étais son protecteur. Ma mère me fixait, les yeux grands ouverts, les moniteurs à côté de son lit émettant un rythme régulier et indifférent. Le silence dans la pièce était pesant, rempli des mots que je venais de prononcer. Maya, tu es la fiduciaire, a-t-elle chuchoté, comme si le dire à voix haute pouvait le rendre réel. Mais ton père? Il a toujours dit que Marcus reprendrait les finances. Il disait que Marcus comprenait les affaires. J'ai secoué la tête, ma prise sur sa main toujours ferme. C'est ce qu'il leur disait, maman. C'était l'histoire qu'il les laissait croire. Mais il savait. Il savait que Marcus était faible, et il savait qui était Brooke. Il a vu comment elle regardait la maison, tes bijoux. Il l'a vu des années avant même qu'il ne se marie. Il me l'a dit, ai-je continué, le souvenir de mon père dans son bureau me tendant les épais documents juridiques devenant soudainement net dans mon esprit. Il m'a dit, Marcus se construira une vie, mais toi, Maya, tu la protégeras. Ta force n'est pas bruyante comme la sienne. Elle est tranquille, et elle est plus forte. Les yeux de Lena se sont remplis de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de peur cette fois. C'étaient des larmes de confusion, celles d'une vie entière de croyances qui se défaisaient. Mais la maison, a-t-elle balbutié. Brooke. Elle disait toujours. Elle disait que j'étais une invitée, que j'avais de la chance qu'il me laisse rester. Quand j'ai cassé ce vase, elle m'a dit que ce serait déduit de mon allocation. Je pensais que Marcus était généreux. Ma rage, que j'avais contenue, a bondi. Généreux, maman? Il recevait une allocation. Je signe les chèques du trust depuis 5 ans. L'hypothèque de cette maison, les taxes foncières, les services publics, l'entretien du jardin, l'adhésion à leur ridicule country club, tout cela provenait du trust, de l'argent de papa. Ils n'ont jamais rien payé eux-mêmes. C'étaient eux les invités, maman. Tu étais la reine du château. Il m'a menti, a-t-elle soufflé. Ils m'ont tous les deux menti. Ils voulaient que tu te sentes petite. Ils voulaient que tu te sentes dépendante parce que si tu te sentais dépendante, tu ne te plaindrais pas. Tu ne les remettrais pas en question. Tu subirais, tout simplement. Les bleus, a-t-elle chuchoté, son regard tombant sur son propre bras meurtri comme si elle le voyait pour la première fois. Oui, ai-je dit, ma voix se durcissant. Les bleus. Ce qui nous amène à la partie la plus importante. Je me suis penché plus près, ma voix basse et intense. Le testament de papa est une forteresse, maman. Il l'a construit pour te protéger. Premièrement, il t'a donné un droit de jouissance viager. C'est un terme juridique. Cela signifie que tu avais le droit absolu de vivre dans cette maison jusqu'au jour de ta mort, quoi qu'il arrive. C'était ta maison, pas la leur. Ils n'auraient pas pu te mettre à la porte même s'ils l'avaient voulu. Mais ils l'ont fait, a-t-elle gémi. Exactement. Ce qui nous amène à la seconde partie, la clause in terrorem. Papa l'appelait sa clause de bienveillance. Le testament stipule et j'ai mémorisé cette partie. Marcus et Brooke n'hériteront du reste de ce trust qu'après le décès de ma bien-aimée épouse Lena. Et seulement à la condition absolue qu'il lui ait prodigué des soins bienveillants, respectueux et affectueux. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Les yeux de Lena cherchaient les miens, son esprit reliant lentement et douloureusement les points. Bienveillant et respectueux, a-t-elle répété. Mettre sa mère de 62 ans à la porte au milieu d'un blizzard historique après que ta femme l'a battue, ai-je dit, ma voix comme de l'acier, je ne pense pas que cela soit qualifié de bienveillant, maman, et toi? Elle a rompu la clause, a chuchoté Lena. Elle l'a brisée, ai-je confirmé. Au moment où elle a porté la main sur toi, au moment où Marcus est resté là et l'a laissé verrouiller cette porte, ils n'ont pas seulement enfreint la loi. Ils ont brisé le testament. Ils ont perdu chaque centime. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La voix de Lena tremblait, la dernière pièce du puzzle se mettant en place. La maison, l'argent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Cela signifie qu'ils n'ont rien, ai-je dit, la finalité de la situation s'imposant à moi. Cela signifie que chaque actif de ce trust, la maison, le portefeuille d'actions, les comptes bancaires revient par défaut au plan secondaire. Plan secondaire? Moi. Tout me revient en tant que fiduciaire pour être utilisé pour tes seuls soins et ton bénéfice.
Ils n'ont rien, maman. Moins que rien. Ils n'ont plus de maison, plus de revenus, et dans environ j'ai regardé ma montre 10 minutes, ils n'auront plus de crédit. Depuis 1 heure, Marcus et Brooke sont complètement, totalement sans le sou. Lena m'a juste regardé, sans voix. Une vie de peur était remplacée par une compréhension naissante et terrifiante du pouvoir que je venais de déchaîner. La porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte avec fracas, claquant contre le mur. Marcus et Brooke ont fait irruption. Marcus était pâle, son costume coûteux froissé, ses yeux égarés par la panique. Brooke. Brooke était l'image de la rage pure. Ses cheveux blonds parfaits étaient en désordre, son maquillage étalé, son visage taché de rouge. « Toi » a-t-elle hurlé, pointant un doigt manucuré et tremblant vers moi. « Petite menteuse. Qu'est-ce que tu as fait ?» Le cri de Brooke a résonné dans la petite chambre d'hôpital, aigu et brut. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est jetée sur moi. Ses ongles parfaitement manucurés griffaient comme des serres, visant mon visage. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas bougé. Mais ma mère, Lena, a poussé un cri de terreur et s'est recroquevillée contre les oreillers. Ce petit son, cette terreur réflexe ancrée, était tout le carburant dont j'avais besoin. Recule, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché la rage de Brooke comme le scalpel d'un chirurgien. Cela l'a arrêté en plein élan, le bras encore tendu, la poitrine haletante. Tu as gelé les comptes, a-t-elle fulminé, sa voix tombant dans un murmure venimeux. Ma carte a été refusée. Ma carte à la boutique, devant tout le monde. C'est toi qui as fait ça. Marcus a enfin retrouvé sa voix, se précipitant à mes côtés, son visage formant un masque de panique désespérée et transpirante. Maya, pour l'amour de Dieu, c'est de la folie. C'est un malentendu. Tu dois rappeler ton avocat. Tu dois dégeler les comptes. Mon affaire, Maya. Mon affaire. Elle s'écroule. Tu es en train de tout détruire. C'est moi qui détruis tout? Je l'ai regardé, mon frère, l'enfant prodige. Quoi? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il bégayé, regardant tour à tour Brooke, puis moi, puis notre mère, qui observait la scène avec de grands yeux silencieux. Lena a tressailli et a détourné le regard, incapable de parler. Elle ne mentira plus pour toi, Marcus, ai-je dit. Aucun de nous ne le fera. Tu n'as pas de preuves, a craché Brooke, sa confiance revenant légèrement. C'est sa parole contre la mienne. Elle est vieille. Elle est confuse. Elle est tombée. Et toi? Elle a de nouveau pointé ce doigt tremblant vers moi. Tu n'es qu'une petite travailleuse sociale amère et jalouse qui a toujours voulu ce que j'ai. J'ai presque souri. Ce que tu as, Brooke? Tu veux dire la maison que je paie? La voiture dont je paie les traites? L'adhésion au country club qui provient du trust de mon père? Tu n'as rien. Tu viens de le découvrir. Et tu as raison, je suis travailleuse sociale. Et tu sais en quoi nous sommes vraiment doués. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je ne me suis pas précipité. J'ai calmement déverrouillé l'appareil, je suis allé dans mes fichiers vidéo et j'ai sélectionné celui que mon voisin m'avait envoyé par courriel ce matin. Nous sommes doués pour documenter, ai-je dit. J'ai tourné l'écran du téléphone vers eux. Tu as de la chance, Brooke. Mes voisins, les Henderson, ceux dont tu te plaignais toujours parce qu'ils avaient des nains de jardin de mauvais goût, ils ont un système de sécurité ultra perfectionné. Ils couvrent toute leur allée. Et il se trouve qu'ils couvrent aussi parfaitement ton porche d'entrée. J'ai appuyé sur lecture. Le petit écran a illuminé la pièce sombre. Il n'y avait pas de son, juste les images granuleuses en noir et blanc d'une caméra montée en haut du garage des Henderson. On y voyait les marches devant la maison de mon frère. On y voyait la porte s'ouvrir violemment. On y voyait ma mère, Lena, sortir en trébuchant, serrant sa fine chemise de nuit. On y voyait Brooke juste derrière elle, la poussant si fort que ma mère, 62 ans, a dégringolé les 3 marches et a atterri en tas sur l'allée enneigée. On y voyait Brooke debout au-dessus d'elle, hurlant, son visage déformé par la rage. On la voyait disparaître à l'intérieur un instant, puis réapparaître avec le sac à main de ma mère et le lancer de toutes ses forces sur le corps de ma mère. Puis la porte d'entrée claquait,
laissant ma mère au sol dans la neige, dans l'obscurité. J'ai observé le visage de Marcus. Il n'était pas seulement pâle, il était gris, de la couleur de la cendre. Il fixait l'écran, la bouche entr'ouverte en voyant sa femme commettre l'acte pour lequel il venait de me mentir. Il n'avait pas de mots. Brooke était figé, tout son corps rigide. Le sang s'était retiré de son visage, ses yeux fixés sur le minuscule écran. Elle était piégée. J'ai arrêté la vidéo. Je me suis tourné vers mon frère. Ma voix était dangereusement calme. Ceci, ai-je dit, c'est la chute accidentelle dont tu m'as parlé, Marcus. C'est le raccompagnement en douceur hors de la pièce. C'est son départ précipité au point. Il n'a pas pu croiser mon regard. Il a juste fixé le sol, secouant la tête. Je n'ai pas vu ça, a-t-il chuchoté. J'étais à l'intérieur. Je n'ai pas. Tu n'as pas voulu le voir, lui ai-je coupé la parole. Brooke a émis un petit son étranglé. Mais honnêtement, Brooke, ai-je dit en me tournant vers elle, cette vidéo. C'est le cadet de tes soucis en ce moment. J'ai pris la grande enveloppe Kraft que le docteur Chen m'avait donnée. J'ai sorti les photographies glacées 20x25. Je les ai étalées comme une main gagnante au poker et je les ai posées une par une sur le plateau roulant à côté du lit, juste devant elle. Tu vois, ai-je dit d'une voix clinique, cette vidéo montre seulement ce que tu as fait hier soir. Mais celle-ci montre ce que tu fais depuis des années. Les photos du dos de ma mère, la carte des bleus jaunes, violets et noirs. Les traces de doigts sur ses bras. Les marques plus anciennes, estompées. Brooke a regardé les photos, et pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. C'étaient des preuves dont elle ignorait l'existence. L'hôpital, ai-je expliqué calmement, appelle cela de la maltraitance systémique envers une personne âgée. Le bureau du procureur appelle cela un crime. Et la police? Eh bien, ils sont en train de monter à cet étage en ce moment même. Ils veulent te demander spécifiquement, Brooke, comment ma mère a réussi à tomber tant de fois, de tant de manières différentes, pendant si longtemps. À l'instant même où ces mots sortaient de ma bouche, nous l'avons entendu, des pas lourds s'arrêtant juste devant la chambre. Un coup ferme et délibéré à la porte. 2 coups secs qui ont brisé la tension dans la pièce. La tête de Brooke a pivoté vers la porte. Marcus, qui fixait toujours le sol, a levé les yeux, son visage formant un masque de pure et totale terreur. Ma mère, Lena, me regardait simplement, les yeux grands ouverts. Ce doit être la police, ai-je dit calmement. 2 agents en uniforme, un homme et une femme, sont entrés dans la pièce. Ils étaient professionnels, leurs visages illisibles, mais leurs yeux ont instantanément analysé la scène, moi debout près du lit, téléphone en main, Marcus, le visage gris et effondré sur une chaise, ma mère, petite et frêle contre les oreillers blancs de l'hôpital, et Brooke, pétrifié. Son visage offrant un mélange horrible de rage et de panique naissante. La policière, dont le badge indiquait officier Riley, s'est adressée à l'assistance. Nous avons reçu un appel du docteur Chen concernant un cas potentiel de maltraitance envers une personne âgée. Dès que le mot maltraitance a été prononcé par une personne en uniforme, tout le comportement de Brooke s'est brisé pour se recomposer. La rage venimeuse et tranchante s'est évaporée. À sa place, une vie entière de féminité manipulatrice et exercée a surgi. Son visage s'est décomposé. Un sanglot sonore et théâtral a jailli de sa gorge. « Oh mon Dieu, non !» a-t-elle hurlé, trébuchant en avant et s'effondrant à genoux au chevet du lit de ma mère. Elle a saisi la main de Lena, celle qui n'avait pas de perfusion, et l'a pressée contre sa joue. « Maman !»« Oh, maman, s'il te plaît !» a-t-elle crié, de vraies larmes coulant sur son visage. « Dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur que j'étais stressée. La fête, le vin. Je ne le pensais pas. » Elle a tourné son visage baigné de larmes vers moi, ses yeux suppliants. « Maya, s'il te plaît. C'était un accident. Je ne lui ferai jamais de mal. Tu sais que je ne le ferai pas. Je l'aime. » Marcus, voyant la performance de sa femme, a fini par bouger. Il s'est levé d'un bond. « Oui, officier. C'est un malentendu. Ma mère, elle a été. Elle est confuse ces derniers temps. Elle tombe. Nous aimons notre mère. » L'officier Riley a regardé Marcus.
Elle a regardé Brooke. Puis elle nous a regardés, ma mère et moi. Ma mère était pétrifiée. Elle fixait le visage hystérique et sanglotant de Brooke, sa main prisonnière de l'étreinte de cette dernière. Et elle était terrifiée. Je pouvais le voir. Elle avait peur d'elle, mais elle avait aussi peur pour elle. Après des années d'abus, elle était encore conditionnée à protéger son agresseur. Elle m'a regardé, ses yeux me suppliant de faire cesser cela. J'ai pris une profonde inspiration. J'en avais assez. Tu as fini ton numéro, Brooke? Ma voix était de glace. Elle a tranché sa performance et ses sanglots se sont interrompus. Lève-toi, ai-je ordonné. Elle m'a dévisagé, choquée par mon ton. J'ai dit lève-toi, ai-je répété. Tu peux garder tes larmes pour le procureur. Il ne sera pas aussi impressionné que tu l'espères. Je me suis avancé entre Brooke et le lit de ma mère, les séparant physiquement. Maya, ne fais pas ça, a chuchoté ma mère, mais sa voix était faible. Non, maman. C'est fini. Plus question de les protéger. Plus question de chercher des excuses. Je me suis tourné vers la policière. Officier, elle ment. Mon frère ment. Il ment depuis des années. Ce n'est pas vrai, a hurlé Brooke en se relevant. C'est toi la menteuse. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse de ce que Marcus et moi possédons. Ce que vous possédiez, ai-je corrigé. La porte s'est de nouveau ouverte. Cette fois, ce n'était pas un policier. C'était David Henderson, l'avocat de mon père. Il avait la fin de la soixantaine, portait un costume 3 pièces impeccable et dégageait une autorité qui a poussé tout le monde dans la pièce, y compris les policiers, à se tenir un peu plus droit. David, ai-je dit, le soulagement dans ma voix étant palpable. Il m'a adressé un signe de tête, un bref sourire triste. Maya, je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Il a tendu une carte de visite à l'officier Riley. David Henderson. Je représente Madame Maya Wilson et le Lena Wilson Family Trust. Je crois que vous êtes ici au sujet de Madame Brooke Wilson. L'officier Riley a pris la carte. Oui, monsieur. Nous avons un rapport de l'hôpital et des preuves vidéo d'une agression. Nous sommes ici pour emmener Madame Wilson en garde à vue pour interrogatoire sur des soupçons de crime de maltraitance envers une personne âgée. Garde à vue? La voix de Brooke n'était plus qu'un petit couinement. Attendez, a dit Marcus en s'avançant, les mains levées. C'est une affaire de famille. Nous pouvons régler ça. Il n'est pas nécessaire de... David Henderson a détourné son regard de Brooke pour le porter sur Marcus. C'était la première fois qu'il reconnaissait mon frère. Sa voix n'était pas aimable. Elle n'était pas douce. C'était la voix d'un homme qui attendait depuis 5 ans de prononcer ses prochains mots. Monsieur Marcus Wilson, a-t-il dit, et la formalité de l'appellation a fait tressaillir Marcus. Je vous suggère de garder le silence. David, enfin. Tu me connais depuis que je suis gamin, a plaidé Marcus. C'est vrai, a dit David, sa voix monocorde. C'est d'ailleurs pour cela que je connais aussi le testament de ton père sur le bout des doigts. Celui qu'il m'a demandé de rédiger. Celui qu'il m'a demandé de te cacher. David a fait un pas vers lui, et Marcus a instinctivement reculé d'un pas. Pendant que l'officier Riley s'occupe de ta femme, a dit David, toi et moi devons avoir une discussion sérieuse au sujet d'une fraude bancaire. Fraude bancaire? Marcus a répété les mots, sa voix muant. Il regardait frénétiquement David l'avocat et moi. De quoi parles-tu? C'est insensé. Brooke, qui restait figée alors que l'officier Riley s'avançait vers elle, semblait avoir cessé de respirer. Les policiers ont marqué une pause, sentant que l'affaire s'amplifiait bien au-delà de leur appel initial pour maltraitance. Je me suis avancé. J'ai regardé mon frère, l'homme qui m'avait traité de raté. L'homme qui avait fait fi de la vie de ma mère pour une bouteille de vin à $2000. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix étant presque un murmure. Tu vis dans la maison de papa, tu dépenses l'argent de papa depuis 5 ans, et tu n'as jamais lu une seule fois le document réel du trust. Le testament disait, a balbutié Marcus, ses yeux se tournant vers sa femme. David Henderson est intervenu, sa voix tranchante et précise. Un trust que ta sœur, Maya, contrôle seule.
La maison dans laquelle tu vis, Marcus, ne t'appartient pas légalement. C'est un actif du trust. Tu en es un bénéficiaire, pas le propriétaire. Tu as le droit d'y vivre à condition de respecter les règles, ce que, comme nous l'avons établi, tu as échoué à faire de manière spectaculaire. Marcus secouait la tête, essayant d'assimiler l'information. Mais l'acte. Mon nom est sûr. Ton nom est sur l'acte en tant que bénéficiaire résident, ai-je dit. Pas en tant que propriétaire. C'est le trust qui détient le titre. J'ai observé son regard. Il ne saisissait toujours pas l'ensemble de la situation. Il pensait simplement qu'il était expulsé. Il ne comprenait pas le crime. Alors, tu nous jettes dehors, a ricané Brooke, retrouvant sa voix. C'est tout? Tu nous jettes dehors et tu voles la maison? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Oh, Brooke, ai-je dit, la regardant avec une pitié froide et lucide. Tu penses encore qu'il s'agit de la maison? Je me suis retourné vers Marcus. Tu as été occupé cette semaine passée, n'est-ce pas? Cette grosse affaire d'investissement de 2 millions de dollars pour laquelle tu hurlais au téléphone? Celle qui devait se conclure ce matin. Son visage est passé du gris au blanc. Comment? Comment sais-tu cela? Parce qu'en tant que fiduciaire, ai-je dit, je reçois des alertes automatisées sur tous les actifs majeurs, y compris la maison. J'ai reçu une alerte il y a 3 jours m'informant qu'une nouvelle hypothèque légale était placée sur la propriété, une hypothèque de 2 millions de dollars de la First National Bank. David Henderson a poursuivi l'explication, sa voix ressemblant à celle d'un juge rendant sa sentence. Pour garantir ce prêt, Marcus, tu as dû signer des documents. Des documents jurant à la banque que tu étais le seul propriétaire non grevé de cette propriété. Tu as dû fournir un rapport de titre frauduleux. J'ai regardé mon frère. Tu n'as pas seulement menti, Marcus. Tu as signé un mensonge. Tu as signé une demande de prêt fédéral. Tu as forgé des documents revendiquant la propriété d'un actif qui ne t'appartient pas. Le sang s'est retiré de son visage. Il avait enfin compris. Tu n'as plus seulement affaire à moi, ai-je dit doucement. Il ne s'agit plus seulement d'un désaccord familial. Toi, le brillant gestionnaire financier, tu viens de commettre une fraude bancaire, un délit fédéral. Non, a-t-il chuchoté. Non, C'était juste. J'allais rembourser. L'affaire était sûre. J'avais juste besoin du capital. Tu as utilisé la maison de ma mère, ai-je dit, ma voix s'élevant, la maison dans laquelle tu étais censé la protéger, comme garantie pour ton mauvais pari. Et tu as forgé des documents pour le faire. L'officier Riley, qui avait écouté attentivement, a pris la parole. Monsieur Henderson, si ce que vous dites est vrai, cela relève désormais de la division des crimes financiers et probablement du FBI. Nous avons déjà pris contact avec les deux, a dit calmement David. Nous avons la demande de prêt frauduleuse. Nous avons les documents du trust. Nous avons les preuves. C'était le coup de grâce. Brooke fixait son mari, son visage formant un masque d'horreur et d'incrédulité. Sa rage avait disparu, remplacée par la prise de conscience écœurante qu'elle avait lié son train de vie coûteux à une étoile filante. Espèce d'imbécile, a-t-elle chuchoté, sa voix pleine de venin. Marcus ne l'entendait pas. Il a titubé en arrière, ses jambes se dérobant. Il n'était pas l'enfant prodige. Il n'était pas le fils prodige. C'était un criminel. Il avait perdu l'héritage il y a 5 ans et ne le savait pas. Il avait perdu sa liberté au moment où il avait signé ce prêt. Et il avait perdu sa mère au moment où il avait laissé sa femme porter la main sur elle. Il s'est effondré sur la chaise des visiteurs, la tête dans les mains, et émettant un râle animal de désespoir. Il réalisait enfin. Il n'avait pas seulement perdu son héritage. Il n'avait pas seulement perdu sa réputation. Il avait tout perdu. L'officier Riley s'est avancé, sa voix étant professionnelle mais ferme. Madame Brooke Wilson, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de crime de maltraitance envers une personne âgée. Vous avez le droit de garder le silence. Brooke n'a pas crié. Elle ne s'est pas débattue. Elle est restée là, le visage livide et inexpressif, tandis que l'officier fermait les menottes autour de ses poignets. Le cliquetis métallique a résonné dans le calme de la chambre d'hôpital. Elle a regardé Marcus, les yeux éteints. C'est ta faute, a-t-elle chuchoté. L'autre officier s'est tourné vers mon frère.
Monsieur Wilson, nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste pour faire une déposition concernant les allégations de fraude bancaire. Marcus a simplement hoché la tête, sans même lever les yeux. Il semblait brisé, une coquille vide de l'homme arrogant qui était entré. Ils ont été conduits hors de la pièce, nous laissant, ma mère, David Henderson et moi, dans un silence soudain et assourdissant. Ma mère, Lena, pleurait doucement dans ses mains. Pas pour eux. Pour la première fois, je pense qu'elle pleurait sur elle-même. C'est fini, maman, ai-je dit, ma voix étant douce. C'est enfin fini. Le lendemain matin, après que ma mère a officiellement reçu l'autorisation de sortie avec un bilan de santé satisfaisant, je l'ai ramenée chez elle, dans la maison qui lui appartenait légalement. J'avais demandé à David Henderson de faire venir un serrurier. Nous changions les serrures. Quand nous avons remonté la longue allée, ma vieille Honda paraissait petite et déplacée devant l'imposant manoir en briques. J'ai vu que la voiture de Marcus était toujours là, mais la porte d'entrée était grande ouverte. Reste dans la voiture, maman, ai-je dit. Quelque chose n'allait pas. Je suis entré. Le hall, d'ordinaire immaculé, était un désastre. Des valises étaient ouvertes. Les tiroirs de la console antique du hall étaient tirés et vidés. On aurait dit qu'il avait tout retourné. Je l'ai trouvé dans le salon, fourrant frénétiquement de l'argenterie dans un sac de sport. Il n'était pas rasé, ses yeux étaient injectés de sang, et il empestait le whisky éventé. Il a levé les yeux quand je suis entré, son visage se tordant de rage. Toi, a-t-il craché. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Rien de tout cela n'est à toi. Ce n'est pas à toi non plus, a-t-il hurlé, jetant un chandelier en argent contre le mur. Il a manqué ma tête de peu. Tu m'as ruiné. Tu as tout gâché. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent? Tu sais ce qui va m'arriver? Je vais en prison, Maya. En prison. Cela, ai-je dit, ma voix étant assurée, est la conséquence du fait d'avoir laissé ta femme battre notre mère, puis d'avoir commis une fraude bancaire fédérale pour couvrir tes dettes. Elle m'avait dit que tu ne le ferais pas, a-t-il hurlé, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Elle disait que tu étais faible. C'est juste une travailleuse sociale, disait-elle. Elle va craquer. Elle craque toujours. Elle s'est trompée. Il s'est arrêté de marcher et m'a fixé, ses yeux se rétrécissant. Tu apprécies ça. Tu attendais ça, la petite sœur pathétique qui obtient enfin sa vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, Marcus. Ce sont les conséquences. Maintenant, je veux que tu partes. Je ne partirai pas, a-t-il ricané. C'est ma maison jusqu'à ce qu'on m'en sorte de force, et je prends ce qui m'appartient. Rien ici ne t'appartient, ai-je dit. Et tu as 24 heures pour libérer les lieux avant que je ne te fasse expulser pour violation de propriété. Tu ne peux pas. Je le peux, ai-je dit. Je me suis détourné pour partir, mais au moment où j'atteignais le hall, la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte avec fracas. C'était Brooke. Elle avait l'air encore pire que Marcus. Ses cheveux étaient ébouriffés, son tailleur de marque était froissé, et ses yeux brûlaient d'une furie terrifiante et démente. Elle devait venir d'être libérée sous caution. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle hurlé, sa voix se cassant. Ce n'est pas ta maison. Mes parents. Mes parents ont payé pour la rénovation de cette cuisine. Ils ont payé pour les nouveaux meubles de la véranda. Tu ne peux pas simplement les garder. Son cri a résonné sur le marbre du hall. Cette cuisine, a-t-elle hurlé. C'est une cuisine à 60 000 $. Ma mère l'a payée. Ces canapés dans le grand salon, c'est le décorateur de mon père qui les a trouvés. Tu ne peux pas simplement voler nos affaires. Elle se raccrochait à ce qu'elle pouvait, les yeux égarés. Marcus, voyant la fureur de sa femme, a semblé retrouver une petite lueur d'espoir. Elle a raison, Maya. Sa famille a de l'argent investi ici. Tu dois les dédommager. J'ai failli rire. J'ai regardé cette femme, ce prédateur qui avait torturé ma mère pendant des années, cette imposture qui avait construit toute son identité sur un mensonge. Vraiment? Ai-je dit, ma voix étant douce. Tes parents ont payé pour ça? Oui, a-t-elle craché. Ils sont incroyablement riches. Ils ne te laisseront pas faire.
C'est intéressant, Brooke, ai-je dit, faisant délibérément un pas vers elle. Parce qu'en tant que fiduciaire, j'ai dû passer en revue toutes les finances du trust pour les 5 dernières années. Et en tant que travailleuse sociale, je suis devenue très douée pour fouiller dans la vie des gens. J'ai laissé planer un silence. Et quand j'ai vu ces cadeaux de tes parents, j'ai demandé à mon avocat de faire quelques recherches, juste pour être méticuleuse. Quoi? De quoi parles-tu, a-t-elle dit, sa voix faiblissant pour la première fois. Je parle des Whittaker, tes parents. Je parle du fait que la société d'investissement prospère de ton père a été dissoute il y a 2 ans à la suite d'une enquête de la SEC. Je parle du fait qu'ils ont vendu leur propriété de Greenwich lors d'une transaction privée hors marché pour couvrir leurs dettes et qu'ils vivent maintenant dans un appartement de location en Floride. Le visage de Brooke devint complètement, totalement blanc. Elle semblait avoir été frappée. Tu mens, chuchota TL. Est-ce le cas, insistai-je, ma voix clinique et froide. J'ai les dossiers, Brooke. Tes parents t'ont coupé financièrement il y a 2 ans. Le même mois, par coïncidence, où les accidents de ma mère ont commencé à s'aggraver. Le même mois où tu as commencé à la forcer à te céder ses bons d'épargne personnels. Marcus regarda sa femme, la confusion et l'horreur se levant sur son visage. Brooke, de quoi parle-t-elle? Le cabinet de ton père. Tais-toi, Marcus, hurla-t-elle en se tournant vers lui. Tu n'es pas riche, Brooke, dis-je, la vérité finale tombant comme un marteau. Tu es une imposture. Tu es une imposture depuis le jour où tu l'as rencontré. Tu n'es pas meilleur que lui. Tu es juste plus voyante. Je me tournai vers mon frère. Elle te ment, Marcus. Elle mène un train de vie de luxe avec les chèques de sécurité sociale de notre mère et l'argent que j'ai versé sur le compte de fiducie. Elle n'a pas seulement maltraité maman. Elle l'a dépouillée. Elle nous a dépouillés et tout ça pour sauver les apparences devant des amis qui ne l'apprécient probablement même pas. Toi. Ferme ta bouche. Hurla Brooke, perdant les derniers restes de son sang-froid. Elle était un animal acculé. Tous ses mensonges, toute son identité, avaient été mis à nu devant la seule personne qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner. Elle s'élança de nouveau. Pas vers moi, pas cette fois. Elle s'élança vers Marcus. C'est ta faute? Cria-t-elle, ses mains griffant son visage. Toi, bon à rien, sans volonté. Tu étais censé être riche. Tu étais censé tout gérer. Tu as laissé cette moins que rien. Elle tourna les yeux, me trouvant, et sa rage se focalisa à nouveau. Toi. Tout est de ta faute. Elle se jeta sur moi, la main levée, non pour griffer, mais pour frapper. Je me préparais à l'impact, mon corps se tendant. Non. Une voix plus forte que ce que j'avais entendu depuis des années retentit dans la pièce. Ma mère. Lena, qui observait silencieusement depuis l'encadrement de la porte, la main sur la bouche, bougea soudainement. Elle se jeta entre Brooke et moi. Brooke, prise au dépourvu, trébucha en arrière, sa main frappant l'épaule de ma mère au lieu de mon visage. Lena ne tressaillit même pas. Elle se tenait là, petite mais solide, le dos tourné vers moi, faisant face à la femme qui l'avait terrorisée pendant 5 ans. Son corps tremblait, mais sa voix était d'un acier pur. Assez, dit-elle, sa voix tremblante mais forte. Tu ne toucheras pas à ma fille. Tu ne toucheras pas à ma fille. Sors. Brooke recula, sa main lâchant l'épaule de ma mère. Elle regarda Lena comme si elle voyait un fantôme. Dans toutes ces années de tyrannie, c'était la seule chose qu'elle n'avait jamais prévue, que la victime puisse rendre les coups. Marcus était tout aussi stupéfait. Il fixait sa mère, cette petite femme de 62 ans qui venait de s'interposer physiquement entre sa sœur et sa femme. Maman, chuchota-t-il. Lena ne le regarda pas. Elle ne me regarda pas non plus. Elle garda les yeux fixés sur Brooke, et je pouvais la voir puiser visiblement sa force dans un puits que je ne lui connaissais pas. Le tremblement de ses mains cessa, son dos se redressa. Tu ne toucheras pas, répéta Lena, sa voix basse et assurée, à ma fille. Tu ne lui cries pas dessus. Tu ne la blâmes pas. C'est toi qui as fait ça. Toi et ton avidité. Brooke essaya de parler pour reprendre pied, mais aucun son ne sortit. Je me suis tue pendant 5 ans, dit ma mère, sa voix devenant plus forte.
Je t'ai laissé me traiter comme de la saleté dans ma propre maison. Je t'ai laissé monter mon fils contre moi. Je t'ai laissé m'effrayer parce que j'avais peur. J'avais peur d'être seul. J'avais peur de ce que tu ferais. Elle tourna son regard vers Marcus, et je vis la profonde tristesse dans ses yeux. Et toi, Marcus, tu l'as simplement laissé faire. Tu l'as laissé tout faire parce que tu avais peur toi aussi. Peur d'elle. Ce n'est pas vrai, protesta Marcus, mais sa voix était faible. C'est vrai, dit Lena. Et ton père, que Dieu ait son âme, le savait. C'était le moment. Je retins mon souffle. Il le savait, répéta ma mère, sa voix empreinte d'une clarté soudaine et déchirante. Il savait que tu étais faible, Marcus. Il t'aimait, puis il savait que tu étais faible. Il savait que tu ferais n'importe quoi pour impressionner les gens. Il savait que tu courais après l'argent et le statut. Et il la connaissait, elle. Elle fit un signe de tête vers Brooke, qui semblait avoir été empoisonné. Il savait qu'elle était avide. Il l'a vu le jour où tu l'as ramenée à la maison. Il me l'a dit. Il a dit, elle ne l'aime pas, Lena. Elle aime ce qu'elle pense qu'il lui donnera. Alors, il a fait un plan. Ma mère continua, me regardant maintenant, ses yeux s'emplissant de larmes mais aussi d'une fierté protectrice farouche. Il ne t'a pas laissé à Chicago pour te punir, Maya. Il n'a pas fait de toi l'échec. Il a fait de toi la protectrice. Il savait que tu étais forte, celle qui était partie, celle qui avait construit sa propre vie. La seule en qui il pouvait avoir confiance. Elle se tourna de nouveau vers son fils. Il ne t'a pas laissé la maison, Marcus. Il la lui a laissée à elle. Il a fait d'elle la patronne. Il a fait d'elle la fiduciaire pour qu'elle ait le pouvoir légal de me protéger de toi. La vérité, prononcée à haute voix par notre mère dans les décombres du hall d'entrée, était plus dévastatrice que n'importe quel document juridique. Marcus s'effondra finalement complètement. Il ne s'assit pas simplement, il s'écroula sur la dernière marche du grand escalier, celui que Brooke avait probablement prévu de recouvrir d'une nouvelle moquette. Il prit sa tête dans ses mains et ses épaules commencèrent à trembler. Je ne savais pas, sanglota-t-il, un son profond et déchirant. Brooke le dévisagea, son expression passant de la peur au mépris pur et simple. Son mari, son partenaire enfant chéri, n'était plus qu'un homme brisé et en pleurs. Je voulais juste impressionner ses parents, cria Marcus, levant les yeux vers moi, le visage trempé de larmes. Elle disait qu'ils avaient tellement réussi, que son père. Que je devais être à son niveau. Le contrat de 2 millions de dollars. C'était pour lui montrer, que j'étais à la hauteur. Ses parents, demandai-je. Ceux qui vivent dans un appartement de location en Floride parce qu'ils sont en faillite? La tête de Marcus se redressa brusquement. Quoi? Elle te ment, Marcus. Sa famille est fauchée. Elle a dépouillé notre mère pour payer ses vêtements et ses fêtes. Il n'y a personne à impressionner. Tout n'était qu'un mensonge. Brooke ne dit rien. Elle recula simplement lentement vers la porte. Oh, non. Tu ne vas nulle part, dis-je, me plaçant sur son chemin. Je regardais les restes de ma famille, ma mère enfin fière et droite, mon frère en miettes sur les escaliers, et ma belle-sœur, une imposture piégée et vaincue. J'avais le pouvoir, j'avais la maison, j'avais l'argent, et j'avais la supériorité morale. Il était temps d'en finir. 24 heures, dis-je, ma voix résonnant dans le hall de marbre. Marcus leva les yeux, le visage confus. Quoi? Vous avez 24 heures pour récupérer vos effets personnels et sortir. Tous les deux. Maya, s'il te plaît, supplia Marcus. Nous n'avons nulle part où aller. Les comptes? Ce n'est pas mon problème, dis-je. Vous avez 24 heures. Vous pouvez prendre tout ce que vous avez acheté avec votre propre argent. Je marquai une pause, puis regardai Brooke, qui fixait le coûteux lustre italien comme si elle voulait l'arracher du plafond. Oh, attends, dis-je, la réalisation finale est parfaite me frappant. Tu n'as pas d'argent à toi. Brooke me fixa simplement. Le regard dans ses yeux n'était plus de la rage, c'était un vide terrifiant et creux. Tout esprit de lutte l'avait quitté. Elle était un fantôme dans un costume de créateur, toute sa vie frauduleuse exposée en l'espace de 10 minutes. Marcus sanglotait toujours sur les escaliers, un homme brisé de 38 ans. 24 heures, répétai-je,
ma voix résonnant dans le grand hall qui était, à partir de cet instant, sous ma pleine responsabilité. Léna. Ma mère me regarda, ses yeux remplis d'une force nouvelle et hésitante. Elle hocha la tête une seule fois, confirmant ma décision. Elle passa ensuite devant son fils et son bourreau, entra dans la cuisine et commença à préparer une cafetière, comme pour se réapproprier son espace pour la première fois depuis des années. Les 24 heures suivantes furent un cirque pathétique. Je regardais depuis le salon, buvant du café avec ma mère, alors qu'il s'agitait. Brooke, hébété, essayait d'emballer sa vaste garde-robe, sortant des robes coûteuses du placard. Marcus se contentait de marcher de pièce en pièce, touchant les murs et les meubles comme s'il ne pouvait pas comprendre que rien de tout cela ne lui appartenait. Le lendemain matin, exactement à l'échéance des 24 heures, David Henderson arriva avec 2 gardes de sécurité privés. « C'est l'heure, monsieur Wilson, dit poliment David. » Ils sortirent par la porte d'entrée, tirant chacun une seule valise. Brooke ne portait plus ses talons hauts, elle portait des baskets. Elle ne ressemblait pas à la reine des banlieues, elle avait l'air misérable. Je l'ai regardé monter dans le SUV blanc de Brooke, celui dont je payais le contrat de location. « Ils vont prendre la voiture, chuchota ma mère. « C'est bon, dis-je. Elle est louée au nom de la fiducie. J'ai déjà signalé le vol à la société de location. La police la récupérera d'ici le déjeuner. » Ils partirent. Je fermai la porte, le nouveau verrou se fermant avec une finalité satisfaisante. Pour la première fois en 5 ans, ma mère et moi étions en sécurité dans notre propre maison. J'ai découvert plus tard où ils étaient allés. Ils avaient conduit jusqu'au motel le plus proche et le moins cher à la sortie de l'autoroute, le Night Inn, le genre d'endroit avec des enseignes au néon clignotantes et des taches suspectes sur la moquette. Ils avaient payé en liquide, le dernier argent que Marcus avait dans son portefeuille. Ils devaient penser qu'ils étaient en sécurité. Ils devaient penser que c'était encore une affaire de famille, qu'ils pourraient se regrouper, engager un avocat et me combattre. Ils ne réalisaient pas que je n'étais pas la seule à m'en prendre à eux. Ce soir-là, ma mère et moi mangions des plats à emporter sur le sol du salon. Nous planifions comment redécorer, et elle parlait de peindre les murs en jaune. Mon téléphone vibra. C'était un lien envoyé par mon voisin, celui qui avait la caméra de surveillance. L'objet disait simplement « Waouh ». Je cliquai sur le lien. C'était le journal local de 18 heures. Le visage de la présentatrice était sérieux. Une histoire en cours de développement qui choque les banlieues ce soir. Un éminent gestionnaire financier du Michigan, Marcus Wilson, fait l'objet d'une enquête pour fraude bancaire. Mais l'histoire s'assombrit. Mon sang ne fit qu'un tour. J'augmentai le volume. L'épouse de Wilson, Brooke Whittaker Wilson, a été arrêtée hier pour maltraitance envers une personne âgée. La victime est la propre mère de Wilson, Léna Wilson, âgée de 62 ans. L'écran afficha une photo de Marcus et Brooke lors d'un gala de charité souriant, coupe de champagne à la main. Puis il passa aux images granuleuses de la caméra de sécurité de mon voisin. Ma mère eut le souffle coupé en regardant, en noir et blanc, Brooke la pousser dans les escaliers. Le rapport indique, continua la présentatrice, que Madame Wilson a ensuite été abandonnée au milieu de la tempête de neige historique de la nuit dernière, retrouvée des heures plus tard par un policier d'État souffrant d'hypothermie sévère. Le reportage ne s'arrêta pas là. Monsieur Wilson est également accusé d'avoir obtenu frauduleusement un prêt de plusieurs millions de dollars en utilisant la maison familiale, dont des sources affirment qu'il n'était pas légalement propriétaire, comme garantie. Nous avons contacté son cabinet, Midwest Financial, qui nous a fait cette déclaration. Nous sommes consternés par les accusations portées contre Monsieur Wilson. Il a été licencié avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête complète. Licencié, chuchotai-je. La caméra montra ensuite un reporter devant la communauté fermée exclusive des parents de Brooke en Floride. Nous avons également contacté les parents de Madame Wilson, les éminents Whittaker. Le reporter a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire, mais une source proche de la famille affirme qu'ils sont horrifiés par les actions de leur fille et l'ont désavoué complètement. Affirmant qu'il n'était pas au courant de ses activités frauduleuses et de celles de son mari. Ma mère et moi sommes restés assises là, sur le sol, la nourriture oubliée. L'humiliation publique, la honte. Pour des gens qui vivaient et mouraient pour leur réputation, c'était un sort pire que la prison. Ils devaient regarder la même émission depuis cette chambre de motel bon marché. J'imaginais Brooke, le visage devenant livide en entendant ses propres parents la renier à la télévision en direct.
J'imaginais Marcus réalisant que sa carrière n'était pas seulement en pause, elle était terminée. Tous leurs amis importants, leurs clients, leurs voisins, tout le monde savait. Ils avaient perdu la maison. Ils avaient perdu leur travail. Ils avaient perdu leur statut. Brooke, la femme qui m'avait toisé du haut de son piédestal de richesse héritée, était maintenant une paria, reniée par sa famille et faisant face à une accusation criminelle. Marcus, l'enfant chéri qui avait eu pitié de ma petite vie, était maintenant un criminel en disgrâce et sans emploi, lié à une femme qui les avait détruits tous les deux. Ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'alliés. Ils n'avaient plus d'avenir. Ils étaient exactement comme ils avaient laissé ma mère, complètement et absolument seuls. Brooke a dû le réaliser à ce moment-là, assise sur ce couvre-lit de motel qui gratte, elle risquait des années de prison. Et son mari, l'homme qu'elle avait manipulé et saigné à blanc, était en faillite. Il n'avait plus rien. Le coup frappé à la porte fut ferme. 2 coups secs qui tranchèrent la tension dans la pièce. La tête de Brooke se tourna brusquement vers la porte. Marcus, qui fixait toujours le sol, leva les yeux, le visage figé dans un masque de terreur pure et simple. Ma mère, Lena, me regardait simplement, les yeux grands ouverts. Ce doit être la police, dis-je calmement. 2 officiers en uniforme, un homme et une femme, entrèrent dans la pièce. Ils étaient professionnels, leurs visages illisibles, mais leurs yeux analysèrent la scène instantanément, moi debout près du lit, téléphone à la main, Marcus blême et effondré sur une chaise, ma mère petite et frêle contre les oreillers blancs de l'hôpital. Et Brooke se figea. Son visage était un mélange horrible de rage et de panique naissante. L'officier féminin, dont le badge indiquait officier Riley, s'adressa à la pièce. Nous avons reçu un appel du docteur Chen concernant un cas potentiel de maltraitance envers une personne âgée. Dès que le mot maltraitance fut prononcé par quelqu'un en uniforme, toute l'attitude de Brooke vola en éclats pour se recomposer. La rage dure et venimeuse s'évapora. À sa place, toute une vie de féminité manipulatrice exercée surgit. Son visage se décomposa. Un sanglot sonore et théâtral s'échappa de sa gorge. « Oh mon Dieu, non » hurla-t-elle, s'avançant en trébuchant pour s'effondrer à genoux à côté du lit de ma mère. Elle saisit la main de Lena, celle qui n'avait pas de perfusion, et la pressa contre sa joue. « Maman !»« Oh, maman, s'il te plaît » cria-t-elle, de vraies larmes coulant sur son visage. « Dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur que j'étais stressée. La fête, le vin. Je ne voulais pas. » Elle tourna son visage baigné de larmes vers moi, les yeux implorants. « Maya, s'il te plaît. C'était un accident. Je ne lui ferai jamais de mal. Tu sais que je ne le ferai pas. Je l'aime. » Marcus, voyant la performance de sa femme, bougea enfin. Il se leva avec difficulté. « Oui, officier. C'est un malentendu. Ma mère, elle est confuse ces derniers temps. Elle tombe. Nous aimons notre mère. » L'officier Riley regarda Marcus. Elle regarda Brooke. Puis elle nous regarda, ma mère et moi. Ma mère était figée. Elle fixait le visage hystérique et sanglotant de Brooke, sa main prisonnière de l'emprise de Brooke, et elle était terrifiée. Je pouvais le voir. Elle était terrifiée par elle, mais elle était aussi terrifiée pour elle. Après des années de maltraitance, elle était encore conditionnée pour protéger son bourreau. Elle me regarda, ses yeux me suppliant de faire cesser cela. Je pris une profonde inspiration. J'en avais fini. As-tu fini ton numéro, Brooke ? Ma voix était de glace. Elle trancha net sa performance, et ses sanglots s'arrêtèrent brusquement. Lève-toi, ordonnai-je. Elle me fixa, choquée par mon ton. J'ai dit, lève-toi, répétai-je. Tu peux garder tes larmes pour le procureur. Il ne sera pas aussi impressionné que tu l'espères. Je m'avançai entre Brooke et le lit de ma mère, les séparant physiquement. Vous deux, dis-je, ma voix tremblant d'un dégoût si profond qu'il me donnait la nausée. Vous me donnez envie de vomir. Maya, ne fais pas ça, chuchota ma mère. Mais sa voix était faible. Non, maman. Plus maintenant. Plus de protection pour eux. Plus d'excuses. Je me tournai vers l'officier de police. Officier, elle ment. Mon frère ment. Il ment depuis des années. Ce n'est pas vrai,
hurla Brooke en se relevant. C'est toi la menteuse. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse de ce que Marcus et moi possédons. Possédiez, rectifiez-je. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un officier de police. C'était David Henderson, l'avocat de mon père. Il avait la fin de la soixantaine, portait un costume 3 pièces impeccable, et dégageait une autorité qui fit que tout le monde dans la pièce, y compris la police, se redressa un peu. David, dis-je, le soulagement dans ma voix étant palpable. Il me fit un signe de tête, un bref sourire triste. Maya. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Il tendit une carte de visite à l'officier Riley. David Henderson. Je représente Madame Maya Wilson et le fonds fiduciaire de la famille Lena Wilson. Je crois que vous êtes ici au sujet de Madame Brooke Wilson? L'officier Riley prit la carte. Oui, monsieur. Nous avons un rapport de l'hôpital et des preuves vidéo d'une agression. Nous sommes ici pour emmener Madame Wilson en garde à vue pour interrogatoire sur des soupçons de maltraitance criminelle envers une personne âgée. Garde à vue? La voix de Brooke n'était plus qu'un petit couinement. Attendez, dit Marcus, s'avançant les mains levées. C'est une affaire de famille. Nous pouvons régler cela. Il n'y a pas besoin de... David Henderson détourna son regard de Brooke vers Marcus. C'était la première fois qu'il reconnaissait mon frère. Sa voix n'était pas aimable. Elle n'était pas douce. C'était la voix d'un homme qui attendait depuis 5 ans de dire les mots suivants. Monsieur Marcus Wilson, dit-il, et la formalité de l'appellation fit tressaillir Marcus. Je vous suggère de garder le silence. David, voyons. Tu me connais depuis que je suis gamin, plaida Marcus. En effet, dit David, d'une voix monocorde. C'est pourquoi je connais aussi le testament de votre père sur le bout des doigts. Celui qu'il m'a demandé d'écrire. Celui qu'il m'a demandé de vous cacher. David fit un pas vers lui, et Marcus recula instinctivement d'un pas. Pendant que l'officier Riley s'occupe de votre femme, dit David, vous et moi devons avoir une discussion sérieuse sur la fraude bancaire. La salle d'audience était froide. Pas froide comme le blizzard, mais d'un froid stérile et indifférent qui s'infiltrait jusque dans les os. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. 3 mois de bataille juridique, de déposition, et de déballage du linge sale de ma famille sous les lumières crues du système judiciaire. Marcus et Brooke étaient assis à la table des accusés, séparés par leurs 2 avocats coûteux commis d'office. Ils ne formaient plus une équipe. Ils étaient des rats dans un piège, grimpant les uns sur les autres pour s'échapper. Brooke passa la première. Elle était vêtue d'un costume gris conservateur, ses cheveux blonds attachés en arrière. Elle avait pleuré et son avocat le lui avait probablement conseillé. Elle brossa le portrait d'une femme soumise à un stress insupportable, une femme mariée à un homme faible et financièrement irresponsable, une femme accablée par une belle-mère âgée, difficile et confuse. Il m'a mis tellement de pression, sanglota-t-elle en regardant le jury. L'argent, les contrats. Je ne réfléchissais pas. J'ai craqué. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. J'aime Lena. Puis ce fut le tour de Marcus. Il ressemblait à un fantôme. Il avait perdu son travail, sa réputation et le soutien imaginaire de la famille de sa femme. Il rejeta toute la faute sur Brooke. Elle a changé, dit-il, sa voix étant à peine un murmure. Elle était obsédée par l'argent, par le statut. Elle me disait que je n'étais pas assez un homme. Elle disait que ma mère était une honte. Elle m'a manipulé. J'avais peur d'elle. La fraude bancaire. C'était son idée. Elle disait que c'était le seul moyen pour que ses parents me respectent. C'était pathétique. Elle l'enfant chéri, le fils fort, disant à un tribunal qu'il avait peur de sa femme. Puis ce fut mon tour. Je ne suis pas monté à la barre pour crier ou pleurer. J'avais David Henderson à mes côtés. J'ai simplement présenté les faits. Votre honneur, dis-je, ma voix claire et assurée. La défense essaie de présenter cela comme un drame familial compliqué. Ce n'est pas le cas. C'est simple. Je leur ai montré les preuves, la vidéo granuleuse et irréfutable de la caméra de sécurité du voisin. Ceci n'est pas un craquage. C'est une agression. Je leur ai montré les photographies sur papier glacé 8x10 de l'hôpital.
Ce n'est pas de la confusion, c'est de la maltraitance systémique à long terme. Je leur ai montré les documents bancaires frauduleux que Marcus avait signés. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la fraude. J'ai regardé la juge, une femme noire austère et plus âgée qui n'avait pas quitté mes yeux du regard. Pendant 5 ans, ma famille m'a dit que j'étais un échec. Ils m'ont traité de déception parce que j'avais choisi d'être travailleuse sociale, parce que j'avais choisi d'aider les gens au lieu de me concentrer sur l'argent. D'une certaine manière, ils avaient raison. J'ai échoué. J'ai échoué à voir ce qui se passait dans ma propre famille. J'ai échoué à protéger ma mère des personnes même qui étaient censées être ses soignants. J'ai regardé ma mère, Lena, assise au premier rang, me tenant fermement la main. Votre honneur, ai-je conclu, je ne suis pas ici pour demander vengeance. Le testament de mon père a déjà réglé l'héritage. Je ne suis pas ici pour demander de l'argent, les accusations de fraude bancaire s'en chargeront. Je suis ici pour ma mère, Lena Wilson. Elle méritait de vivre ses dernières années avec dignité, amour et respect. Mon frère et sa femme ont choisi de lui donner de la violence, de la peur et de l'abandon. Aujourd'hui, je demande simplement justice. Je me suis assise. La salle d'audience était totalement silencieuse. La juge a regardé Brooke. Elle a regardé Marcus. Son expression était de glace pure. J'ai entendu le témoignage, a dit la juge, sa voix retentissante. J'ai vu les preuves. Ce que je vois devant moi, ce sont 2 individus qui ont blâmé tout le monde sauf eux-mêmes. Vous, a-t-elle dit en pointant Brooke du doigt, avez fait preuve d'un niveau de cruauté calculé que ce tribunal juge inhumain. Vous avez terrorisé une femme âgée vulnérable pour votre propre profit financier. Puis elle s'est tournée vers Marcus. Et vous, vous êtes une honte. Vous avez trahi la confiance de votre père. Vous avez trahi votre sœur. Et le pire de tout, vous êtes resté là à regarder. Vous avez participé alors que votre propre mère était maltraitée. Votre cupidité et votre lâcheté sont, en toute franchise, stupéfiantes. Par conséquent, a poursuivi la juge, sur le chef d'accusation de maltraitance envers une personne âgée, je vous condamne, Brooke Wilson, à 5 ans de prison d'État. Brooke a laissé échapper un son, un petit halètement sec, puis ses yeux ont roulé et elle s'est effondrée, s'évanouissant net sur le sol. Son avocat n'a même pas pris la peine de l'aider. La juge n'a pas marqué de pause. Et sur le chef d'accusation de fraude bancaire et de complot, je vous condamne, Marcus Wilson, à 7 ans dans un pénitencier fédéral. Marcus s'est simplement effondré. Il ne s'est pas évanoui, il a juste posé sa tête sur la table devant lui, ses épaules secouées par des sanglots silencieux et déchirants. 5 ans, 7 ans la justice. La salle a éclaté dans le chaos. Des journalistes ont couru vers les portes. L'avocat de Brooke essayait de la ranimer. Marcus pleurait tout simplement. Je me suis levé. Ma mère s'est levée avec moi. Je ne les ai pas regardés. Je n'ai pas regardé mon frère en pleurs ni ma belle-sœur inconsciente. J'ai juste pris la main de ma mère et, ensemble, nous sommes sortis de la salle d'audience dans un silence complet, laissant le naufrage de leur vie derrière nous. Sortir de ce tribunal, c'était comme remonter à la surface pour respirer après avoir été sous l'eau pendant 5 ans. Nous ne sommes pas retournés au manoir, pas tout de suite. Nous sommes allés dans un petit restaurant tranquille, et ma mère et moi nous sommes simplement assises dans un box. Nous n'avons pas parlé du procès. Nous n'avons pas parlé de Marcus ou de Brooke. Nous avons parlé du temps qu'ils faisaient. C'était la conversation la plus normale et la plus paisible que nous ayons partagée en une décennie. La semaine suivante, David Henderson a finalisé le transfert légal de tous les actifs, le manoir, les actions et les comptes gelés. Tout était désormais sous mon contrôle, mandaté pour être utilisé pour les soins de ma mère. Je me tenais dans le grand foyer de cette maison, celle où Marcus avait sangloté sur les escaliers et où Brooke avait hurlé à propos de sa cuisine. Elle était silencieuse maintenant, des grains de poussière dansant dans le soleil de l'après-midi. Ma mère, Lena, se tenait sur le pas de la porte, sa valise à la main, mais elle ne voulait pas entrer. « Je ne peux pas, Maya » a-t-elle dit d'une voix faible. « Je ne peux pas être ici. À chaque coin de rue, je vois son visage. Je les entends. J'ai regardé autour de moi les sols de marbre et l'escalier froid et imposant. Je sais, maman, ai-je dit. Moi aussi. Il y a trop de mauvais souvenirs. Ce n'était jamais un foyer, c'était une prison.
J'ai appelé David cet après-midi-là depuis l'allée. Vends là, ai-je dit. Il est resté silencieux une seconde. Maya, c'est une propriété de 4 millions de dollars. Le marché est. Je m'en fiche, ai-je interrompu. Vends là. Vends les voitures. Liquide tout. Je ne veux rien qui lui rappelle d'eux. Cela a pris 2 mois où nous avons vécu dans un petit appartement meublé pendant que la succession était réglée. L'argent de la vente, combiné au reste de la fiducie de mon père, a été déposé sur un nouveau compte sous mon seul contrôle. Le montant était stupéfiant, plus d'argent que je n'avais jamais imaginé voir de ma vie. Mais je ne cherchais pas un autre manoir, je cherchais la paix. J'ai emmené ma mère en Caroline du Sud. Nous avons descendu la côte en voiture, nous arrêtant dans de petites villes, respirant l'air salin. Nous l'avons trouvée près de Charleston, une petite maison confortable peinte en bleu pâle avec un large porche avant et une vue dégagée sur l'océan. Ce n'était pas grandiose. Il n'y avait pas de sol en marbre ni de lustre en cristal. Il y avait des parquets en bois chaleureux, une cuisine lumineuse et 2 chaises berçantes sur le porche. Nous l'avons acheté content avec l'argent de la fiducie. Les premières semaines ont été calmes. Nous avons guéri. Nous marchions sur la plage chaque matin. Nous cuisinions des repas simples. Ma mère a commencé à reprendre vie. J'ai vu les couleurs revenir sur son visage. Elle a commencé à dormir toute la nuit. Elle a commencé à sourire, un vrai sourire sincère, pas l'expression tendue et forcée qu'elle portait depuis des années. Mais la culpabilité était toujours là. Je le savais. Je pouvais le voir dans ses yeux quand elle pensait que je ne regardais pas. Je l'ai trouvée un soir sur le porche, simplement assise dans l'un des fauteuils, fixant l'océan alors que le soleil se couchait. Elle pleurait, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé doucement, m'asseyant dans la chaise à côté d'elle. Elle a secoué la tête, sa voix lourde d'une honte qui m'a brisé le cœur. Je n'arrête pas d'y penser, Maya. J'ai laissé faire pendant 5 ans. Je l'ai laissé me faire du mal. Maman, tu étais une victime, ai-je dit, cherchant sa main. Tu avais peur. J'avais peur, a-t-elle dit, sa voix se brisant. J'avais tellement peur. Peur d'elle. Peur de Marcus. Peur d'être seule, de n'avoir rien. J'avais tellement peur d'être sans abri que j'ai laissé ce monstre me dire que je ne valais rien. Je l'ai laissé me frapper. J'ai mangé mon dîner dans ma chambre pour qu'elle n'ait pas à me regarder. Tu ne vaux pas rien, ai-je dit, ma propre voix serrée. Mais je ne me suis pas levé, a-t-elle sangloté. Pas avant ce jour à l'hôpital quand elle s'en est prise à toi. Je ne me suis pas protégé. Et je ne t'ai pas protégé, Maya. Toutes ces années, j'ai entendu comment il te parlait, comment il te rejetait, t'appelait l'échec, la déception. Je n'ai jamais dit un mot. J'ai laissé faire parce que j'avais peur que si je te défendais, il se retourne contre moi aussi. J'étais une lâche. Je l'ai attirée dans une étreinte, la tenant alors qu'elle tremblait. Tu étais piégée. Nous étions toutes les deux piégées par eux. Mais nous ne sommes plus piégés. Comment ? Comment pourras-tu jamais me pardonner, a-t-elle chuchoté contre mon épaule. Après que je t'ai fait défaut. Après que j'ai fait défaut à ton père ? Parce que nous sommes une famille, maman, ai-je dit, me reculant pour la regarder dans les yeux. Nous sommes ce qu'il reste. Nous sommes la vraie famille, et nous guérirons ensemble. Nous guérirons deux ensemble. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que le dernier rayon de soleil disparaisse dans l'océan. Ces mots, j'étais une lâche, sont restés gravés en moi. Je suis retourné à mon travail à Chicago le mois suivant après avoir organisé la présence d'un compagnon à plein temps et d'une infirmière locale pour veiller sur Lena. J'ai essayé de reprendre ma vie d'avant, classer des rapports, traiter des dossiers, m'asseoir dans mon petit box gris. Mais quelque chose avait changé en moi. J'étais assise dans une réunion à écouter mon superviseur pérorer sur les coupes budgétaires, et tout ce à quoi je pouvais penser était le dos meurtri de ma mère. Tout ce à quoi je pouvais penser était le regard sur le visage de Brooke quand les menottes ont cliqué. Tout ce à quoi je pouvais penser était le pouvoir de la clause in terrorem de mon père. Mon travail de travailleuse sociale semblait si dérisoire maintenant. Je combattais un système brisé, un dossier à la fois, me noyant dans la paperasse, arrivant toujours après que la maltraitance ait déjà eu lieu.
J'avais sauvé ma mère, mais je ne l'avais pas sauvée en tant que travailleuse sociale. Je l'avais sauvée en tant que fiduciaire. Je l'avais sauvée avec un pouvoir légal et un levier financier. Ce soir-là, j'ai regardé le solde du compte de la fiducie. Les chiffres semblaient nager sur l'écran. C'était tellement. Mon père nous avait laissé une arme. J'ai pensé à toutes les autres Léna là-bas, les parents âgés piégés dans des foyers abusifs, trop terrifiés pour parler parce que leurs agresseurs contrôlent la maison, l'argent, le récit. Les gens qui n'ont pas de fonds fiduciaires secrets. Les gens qui n'ont pas une fille qui sait comment naviguer dans le système. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon superviseur chez lui. « Kevin » ai-je dit, d'une voix ferme. « Je donne mon préavis de 2 semaines. »« Quoi ? Maya, ça va ? C'est à cause de ta mère ? » ?»« C'est à cause de tout, » ai-je dit, regardant par la fenêtre de mon appartement, non pas l'horizon de Chicago, mais une nouvelle possibilité claire. Je pense que je peux faire plus. Je n'ai pas seulement démissionné, j'ai liquidé. J'ai vendu mon condo à Chicago. J'ai vendu les actions qui faisaient partie de la fiducie, celles liées à l'ancien style de Vita à accent grave, l'œil de Marcus. J'ai tout consolidé. J'ai pris toute la douleur, toute la trahison, tout l'argent qui avait été utilisé comme une arme, et j'ai décidé d'en forger un bouclier. Mon père m'avait donné le pouvoir de sauver une personne. J'allais l'utiliser pour en sauver des milliers. J'ai déménagé en Caroline du Sud pour être près de ma mère, pas dans sa maison, mais dans un petit appartement à proximité. Nous avons lancé la Fondation Léna. J'ai utilisé mes connaissances de travailleuse sociale, mon expérience de la navigation dans le système juridique et le capital considérable de la fiducie de mon père pour la construire. Ce n'était pas une œuvre de charité, c'était un réservoir d'action. La mission était simple et brutale, nous fournirions des services juridiques d'urgence et des logements sûrs pour les parents afro-américains âgés victimes de maltraitance financière ou physique de la part de leurs enfants. Je savais exactement ce dont ces victimes avaient besoin parce que ma mère en avait eu besoin. Ils avaient besoin de plus qu'une ligne d'assistance. Ils avaient besoin d'un avocat. Ils avaient besoin d'un endroit sûr où aller immédiatement. Ils avaient besoin de quelqu'un pour geler les comptes et changer les serrures. J'ai embauché David Henderson comme avocat général, l'attirant hors de sa confortable retraite d'entreprise avec la seule chose qu'il aimait plus que l'argent, la justice. Notre premier dossier était une femme nommée Madame Davis. Son fils avait refinancé sa maison à son insu et dépensait sa pension pour sa petite amie. Elle était terrifiée, tout comme ma mère. Elle dormait dans sa voiture. Nous ne lui avons pas seulement donné des conseils, nous avons déposé une injonction d'urgence. Nous avons fait arrêter le fil pour fraude. Nous avons récupéré sa maison et nous avons payé ses soins médicaux. L'histoire a fait la une des nouvelles locales de Charleston, une nouvelle fondation riposte contre la maltraitance des personnes âgées. Soudain, les vannes se sont ouvertes. Nos téléphones n'ont pas arrêté de sonner. Il s'est avéré qu'il y avait des centaines de Léna et des centaines de parents, hommes et femmes, piégés dans le silence, trop effrayés et trop honteux pour lutter contre leurs propres enfants. L'histoire de la maltraitance de ma mère, qui avait été une honte privée, est devenue notre cri de ralliement public. J'ai raconté notre histoire, notre véritable histoire, à tous les journalistes qui voulaient bien l'entendre. J'ai parlé de Brooke. J'ai parlé de Marcus. J'ai parlé du blizzard et de la station-service. J'ai cité des noms. Et ma mère calme et craintive, s'est assise juste à côté de moi. Elle a trouvé sa voix. Elle est passée aux informations locales, ses mains stables, sa voix claire. J'étais une victime, a-t-elle déclaré à la présentatrice, les yeux fixés sur la caméra. Son entretien est devenu viral. Les dons ont afflué. Des avocats de tout l'État ont proposé de travailler bénévolement. Nous n'étions plus seulement une petite fondation, nous étions un mouvement. Nous avons acheté un bâtiment, une magnifique vieille maison dans le quartier historique et nous l'avons converti. Ce n'était pas un refuge, c'était la maison Léna, un port d'attache sûr, un endroit où les victimes pouvaient séjourner gratuitement pendant que notre équipe juridique se battait pour elles. Ma mère était là tous les jours. Elle n'était pas une résidente, elle était la directrice. Elle accueillait les nouveaux arrivants, leur tenait la main et écoutait leurs histoires. Elle cuisinait pour eux. Elle leur disait, « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un survivant. » Pour la première fois en 63 ans, Léna Wilson n'était pas seulement une mère ou une épouse ou une victime.
Elle était heureuse. Elle était puissante. Elle était libre. Et elle aidait d'autres personnes à se libérer aussi. 1 an plus tard, je me tenais sur le large porche fraîchement peint de la maison Lena. C'était une magnifique maison typique de Charleston, peinte d'un jaune vif et plein d'espoir, la couleur que ma mère avait toujours voulu pour sa cuisine. Aujourd'hui, c'était son inauguration officielle. Le jardin était rempli de monde, caméras de télévision locales, donateurs, bénévoles et les 3 premiers résidents qui emménageaient cet après-midi-là. J'ai regardé ma mère, Lena, circuler dans la foule. Elle n'était pas ma mère de l'hôpital. Elle n'était pas la femme terrifiée qui se cachait dans sa chambre. Elle était radieuse. Elle portait une robe vert vif, ses cheveux étaient coiffés, et elle riait vraiment en serrant le maire de Charleston dans ses bras. Elle était la directrice de cette maison. Elle en était le cœur. David Henderson, notre avocat général, m'a touché le bras. Ils vous attendent, Maya. J'ai hoché la tête et je suis monté sur le petit podium que nous avions installé à l'ombre d'un chêne massif. J'ai regardé les visages, amis, nouveaux alliés et survivants. Bonjour à tous, ai-je commencé, d'une voix assurée. Merci à tous d'être ici. Quand nous avons trouvé cette maison pour la première fois, elle était négligée. Elle était en mauvais état. Elle avait une bonne structure, mais elle avait été abandonnée tout comme les personnes pour qui nous l'avons construite. J'ai souri à ma mère, qui me regardait les larmes aux yeux. Des larmes de fierté. Aujourd'hui, cette maison est un sanctuaire. Aujourd'hui, nous l'appelons la maison Lena, du nom de ma mère, Lena Wilson, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. La foule a applaudi et ma mère a rayonné, pressant sa main sur son cœur. Beaucoup d'entre vous connaissent des parties de notre histoire. Vous l'avez vu aux informations. Vous avez lu des articles sur le procès. J'ai pris une inspiration, décidant à ce moment-là de partager toute la vérité, la partie qui n'était que pour moi. Il y a un peu plus d'1 an, ai-je continué, j'ai conduit 200 000 dans le pire blizzard de la décennie. Je faisais une course contre la montre, terrifié à l'idée de trouver ma mère morte de froid derrière une station-service. Je pensais que je me dirigeais vers la pire tragédie de ma vie. Je pensais que mon monde s'écroulait. J'ai marqué une pause, regardant mes notes, puis je les ai mises de côté. Mais j'avais tort. Ce n'était pas une fin, c'était une libération. Mon frère et ma belle-sœur, dans leur incroyable cupidité et cruauté, m'ont donné la seule chose que je n'avais jamais eue. Ils m'ont donné la vérité. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient. Et ce faisant, ils nous ont donné, à ma mère et à moi, notre liberté. Ils voulaient que ma mère souffre. Ils voulaient qu'elle se sente sans valeur, qu'elle se sente seule, qu'elle meure dans le froid. Au lieu de cela, ce sont eux qui ont souffert. Ils ont subi les conséquences de leurs propres actes. Nous les avons fait souffrir décuplés non pas par la violence, non pas par la cruauté, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant. Nous avons utilisé la loi. Nous avons utilisé la vérité. Nous avons utilisé la justice. J'ai vu David Henderson hocher la tête, un petit sourire satisfait sur le visage. Je m'appelle Maya. Ma famille m'appelait l'échec. Ils m'appelaient la déception. Ils pensaient que ma vie de travailleuse sociale était petite et faible, mais ils ont oublié ce qu'une travailleuse sociale fait. Nous creusons. Nous documentons. Nous nous battons pour les vulnérables. Nous naviguons dans les systèmes qui sont construits pour écraser les gens, et nous n'abandonnons jamais. J'ai regardé la foule, les autres femmes qui ressemblaient exactement à ma mère, leurs visages remplis d'espoir. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de reconquête. Il s'agit de reprendre ce qui a été volé. Le testament de mon père ne nous a pas seulement laissé de l'argent, il nous a laissé une arme. Et nous utilisons maintenant cette arme pour protéger chaque parent, chaque grand-parent à qui l'on dit qu'il est un fardeau. Nous sommes ici pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ici pour nous battre pour vous. Je me suis reculé, et les applaudissements ont été assourdissants. Ma mère est venue et m'a serré dans ses bras forts autour de moi. Ton père serait si fier, m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Il l'est, ai-je chuchoté en retour. Et il est fier de toi aussi, maman. Ce voyage montre que les trahisons les plus profondes peuvent venir de nos proches. Mais il montre aussi que vous n'êtes jamais vraiment impuissant. L'histoire de Maya et Lena est un rappel douloureux que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de respect, de protection et de gentillesse.
Lorsque cette confiance est rompue, la justice n'est pas une vengeance, c'est une reconquête. Maya était celle qu'ils appelaient un échec, et pourtant elle détenait le pouvoir ultime. Elle a transformé la plus grande cruauté de sa famille en son plus grand dessein, construisant un bouclier pour les autres qui sont vulnérables et invisibles. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et le fait de faire ce qui est juste? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.